Cette semaine, quelque chose de différent. Une ressource pour les victimes d'ostracisme. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Cette semaine, c'est une vidéo très spéciale, différente de ce que je fais habituellement, car il s'agit d'une entrevue que j'ai pu effectuer pas plus tard qu'hier après-midi à Montréal. Et c'est grâce à Catherine Alric, une fois de plus. Merci Catherine, tu es inlassable. Elle m'a mis au courant d'une organisation qui s'appelle Stop Mandated Shunning. Arrêter l'ostracisme obligatoire ou l'ostracisme imposé par une organisation quelconque. Cet organisme travaille pour éliminer l'ostracisme qui est forcé par des organisations religieuses ou quelque autre organisation. Et ce n'est pas seulement les témoins de Jéhovah. Nous allons lire le texte d'ouverture, la description, si on veut, qui est sur le site web de Stop Mandated Shunning. Qu'est-ce que l'ostracisme obligatoire? L'ostracisme obligatoire se produit lorsqu'une organisation contraint ses membres à ignorer et à isoler d'anciens membres en raison de divergences idéologiques ou théologiques. L'ostracisme obligatoire interdit même des gestes sociaux simples, comme dire bonjour ou partager un repas. Cette pratique est couramment utilisée par des groupes à haut contrôle pour dissuader les membres de quitter le groupe ou de remettre en question ces pratiques. Parmi les groupes qui pratiquent l'ostracisme obligatoire figurent les témoins de Jéhovah, les Juifs ultra-orthodoxes, les Frères exclusifs, les Amish, la foi Baha'i et les Scientologues. Ces 6 organisations comptent à elles seules des dizaines de millions de membres dans le monde. L'ostracisme obligatoire constitue une violation fondamentale des principes de la Déclaration des droits universels de l'homme. Cependant, elle échappe aux poursuites judiciaires car les professionnels du droit sont trompés en pensant que l'ostracisme est une décision personnelle et non pas une pratique organisationnelle imposée. Stop Mandated Shunning s'efforce de dénoncer, de contester et de criminaliser la pratique coercive de l'ostracisme obligatoire par les groupes à haut pouvoir. Par la recherche, le plaidoyer juridique et le soutien aux survivants, nous luttons pour protéger les droits humains, garantir la justice et permettre aux individus de quitter ces groupes sans craindre l'isolement ou les préjudices. Et c'est là essentiellement la mission de Stop Mandated Shunning. Un des membres très importants de ce groupe est Patrick Haek, et vous le connaissez peut-être, c'est un Belge qui a toute une histoire, lui, avec les témoins de Jéhovah. Il a été, je ne me souviens pas s'il a été exclu ou s'il s'est retiré volontairement, mais quoi qu'il en soit, son cas a fini en cours en Belgique jusqu'aux plus hautes instances. Je ne crois pas que cela ait passé encore en Cour suprême en Belgique. Je vous tiendrai au courant, c'est peut-être pour bientôt, et il a justement lutté contre cet ostracisme qui est imposé par Watchtower, par les témoins de Jéhovah. Et Catherine Alric l'a rencontré personnellement et elle m'a demandé si je pouvais faire une entrevue avec lui sur l'organisation Stop Mandated Shunning sur une vidéo YouTube sur ma chaîne pour publiciser cette organisation dans la communauté francophone. Malheureusement, je n'ai pas encore pu faire d'entrevue avec M. Patrick Haek, mais je m'efforce de travailler sur cela, d'organiser cela pour le futur, mais cependant, j'ai été très chanceux. Catherine m'a envoyé un lien pour une conférence qui a eu lieu la semaine passée, de mercredi à samedi, à Montréal, juste à côté de chez moi. Et c'est la conférence ou le congrès de l'ICSA, qui est l'International Cultic Studies Association, ou l'Association internationale des études sur les sectes. Et ceci est une conférence annuelle
Ça a été organisé ici à Montréal et ça coïncide avec le 45e anniversaire d'InfoSect. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette conférence? Eh bien, on vise à créer des espaces de rencontre, des discussions interdisciplinaires afin d'améliorer la compréhension des phénomènes sectaires. Ce congrès a proposé des présentations scientifiques, des panels, des ateliers, des discussions publiques autour des 3 thèmes centraux, la science, l'intervention et la société. Donc, Stop Mandated Shunning avait une présentation durant ce congrès qui avait lieu hier. Je n'ai pas assisté à la présentation. Par contre, j'ai eu l'occasion de parler avec 2 membres du groupe Stop Mandated Shunning, Monica Rodriguez, qui est membre du groupe, et Wendy Grindelé, qui collabore avec eux. Monica est une ex-témoin de Jéhovah qui s'est retrouvée à travailler beaucoup avec Stop Mandated Shunning et elle va nous raconter son histoire. Et Wendy Grindelé est une psychologue qui travaille en Angleterre et qui a fait une étude très poussée, très approfondie sur le phénomène de l'ostracisme. Elle n'est pas membre de Stop Mandated Shunning, par contre, elle travaille étroitement avec eux. Ceci a été une entrevue très intéressante que je vais maintenant partager avec vous. L'entrevue est en anglais, car les 2 dames qui ont parlé avec moi ne parlent pas français, malheureusement, mais je vais faire comme lorsque j'analyse une vidéo quelconque, je vais en jouer une partie et je vais vous traduire intégralement qu'est-ce que la personne a dit pour que tout le monde puisse partager cette information. Il y aura un lien dans la description du vidéo pour le site web de Stop Mandated Shunning. Je crois que c'est une initiative excellente et très importante, non seulement pour les ex-témoins de Jéhovah, mais pour n'importe quelle autre personne qui est victime d'ostracisme par une organisation d'ostracisme imposée. Donc, c'est assez pour l'introduction. Passons maintenant aux choses intéressantes et voici l'entrevue en question. Je commencerai avec Monica Rodriguez. So, Monica, tell me your story more or less. More like you're an witness, but what happened? So I was very active, pioneered for about 15 years. Got baptized when I was very young, wanted to be a missionary. Just was very devout. But when I was 39, I realized I didn't believe it anymore, and there were lots of factors that made me come to that conclusion. Partly the false prophecies that the end was going to come, the generation changes because those prophecies were not fulfilled. Also, the behavior elders toward people in the congregation was very unkind, and I saw a lot of bullying behavior and an unwillingness to do anything that was fair or just if you were a low-level publisher, just kind of protecting the elders, protecting each other, and then being very harsh with people in the congregation. And also seeing that history didn't really align with the version that I had been told. So I would travel to Israel, to Greece. I just would read a lot about history. I started collecting ancient coins, and I thought, we have really good reasons for the version of history that is the official version. And in 607, that wasn't in any of the museums. And I realized that just didn't make any sense. And then all of the changes, the new Bible and the new songbook, I just thought, how can you change the Bible? And it was so different, I thought. And I thought that's not a good reason to say that English has changed enough in 50 years that you need a new Bible. It just made it seem very unstable for me and helped me realize that it wasn't the special, perfect organization that I had believed. So when I was 39, I realized I was going to die. I didn't ever think about that before. It's a really hard thing to realize at that age. And then I started realizing I had never had children, and I would have had children if it weren't for being focused on saving people before Armageddon. And I thought I would be able to have children in paradise when everything was perfect. So that was really hard for me to
cup to realize that I had missed out on that. When I realized I wasn't gonna live forever, that was hard initially, but then I realized I lost something that I had never really had, because that was never going to happen. It just only existed in my mind. But the things that I would have had, like being able to have children, being able to get higher education in whatever area I wanted, um, to be able to go out and see the world and choose my own marriage mate and not only choose someone who is also a Jehovah's Witness. The things that or have friends all the way through school. I went from kindergarten all the way through high school in the same little town. You were born in? Yes, fourth generation. So sad. Yeah, so like I missed out on all these friendships at school that I could have had. So what really was hard for me, was the things that I lost that were real. There were things that I imagined I had that I lost, and that was difficult. But it was really hard to recognize that this organization had taken from me things that I would have otherwise had, and that I missed out on. So it's nice when people wake up when they're in their teens or 20s. I'm grateful that I was in my late 30s and not older. But it's always, no matter when you wake up, it's still difficult, but it's better than staying, living a lie, not living authentically, and sacrificing whatever time you have left. Even if you're 70 or 80, you can make up for maybe relationships with your children and grandchildren that were damaged. Anytime you wake up, it's a good thing. Je lui demande donc de nous raconter son histoire. Elle est née dedans. Elle est dans la 4e génération de témoins de Jéhovah. Elle a été baptisée jeune. Elle était active, très dévouée, pionnier pendant 15 ans. Elle voulait être missionnaire. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'âge de 39 ans, elle s'est aperçue qu'elle n'y croyait plus vraiment. Il y avait plusieurs facteurs, les fausses prophéties sur la fin du monde et le résultat avec toutes les stupidités de génération élastique à cause que ces prophéties ne s'étaient pas réalisées. Les anciens qui traitaient les proclamateurs ordinaires d'une façon très dure, qui n'avaient aucune empathie, aucune pitié. Il y avait de l'intimidation et un manque de volonté pour amener la justice à ces proclamateurs ordinaires. Les anciens se protégeaient les uns les autres. À quel point l'histoire était en conflit avec les doctrines de Watchtower. Elle a voyagé en Israël, elle a voyagé en Grèce, elle a étudié l'histoire. Et elle s'est aperçue que, par exemple, l'an 607, que Watchtower écrit sur tous les toits inlassablement comme étant la date de la destruction de Babylone, est complètement fausse. Cela n'apparaît dans aucun document historique accepté. Les historiens refusent cette date. La Nouvelle Bible, qui était tellement différente de l'ancienne, et elle avait de la difficulté à justifier ce changement. Il y avait beaucoup d'instabilité dans l'organisation et ce n'était pas l'organisation parfaite qu'elle pensait que c'était avant. Donc, à 39 ans, elle s'est rendue compte qu'elle allait mourir. Elle n'allait pas vivre éternellement dans un paradis. Elle n'avait pas eu d'enfant à cause de Watchtower, à cause de son dévouement pour la prédication, pour être pionnier. Et elle se disait qu'elle aurait des enfants au paradis lorsque tout serait parfait, mais elle s'est rendue compte que tout cela était faux. Et cela a été difficile pour elle d'accepter qu'elle ne vivrait pas éternellement, mais par contre, elle s'est rendue compte aussi qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu, car tout cela était des fausses doctrines. Mais les choses qui lui ont vraiment fait mal, ce sont les choses qu'elle a perdues à cause de Watchtower. Le fait justement de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir pu avoir une éducation supérieure dans un domaine de son choix, d'aller visiter le monde, de choisir un mari qui n'était pas nécessairement témoin de Jéhovah, et beaucoup d'autres choses encore. Cela a été difficile. C'était fini pour elle, Watchtower.
L'organisation lui avait volé des choses qui étaient irrécupérables, mais ceci étant dit, elle mentionne que peu importe à quel âge on se réveille, on peut profiter de la vie, même si on est une personne d'un âge avancé qui a 80 ans ou même plus, on peut toujours profiter de ce qui nous reste dans la vie et de réparer des relations avec des enfants, des petits-enfants, avec des membres de la famille qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Mais peu importe à quel âge on se réveille, c'est une bonne chose. Maintenant, Monica va nous raconter l'histoire du panneau publicitaire. Oui, elle est connue dans le monde des activistes comme étant la dame au panneau publicitaire, the Billboard Lady. Eh bien, regardez la photo que je vous montre ici à l'instant. Ceci est un panneau publicitaire énorme sur le bord d'une route qui est à l'entrée de sa ville natale aux États-Unis, une petite ville de peut-être 4000 habitants. Et elle a installé ce panneau publicitaire pour publiciser le fait qu'elle était victime d'ostracisme obligatoire et aussi pour publiciser l'organisation Stop Mandated Shunning. Parlons avec elle à propos de cette idée qu'elle a eue. So tell us about the billboard thing. Yeah. So I'm going to put a picture up. I was feeling very frustrated because I was visiting my hometown that I grew up in, and I had gone all the way from kindergarten through high school there. I knew everyone in the congregation. They were my close friends, lots of my family members. In the town, I knew, people that lived there. It's the population sign says 2,000, and I think it's probably more like 4,000 or 5,000 now, but it's small. So, I was there and I was feeling that it was so absurd that I could not speak to all these friends and family that I had. I could maybe run into them in the grocery store and they wouldn't talk to me, or I could walk to their house and knock on their door and they wouldn't talk to me. And I thought, how can I make my voice heard? Because that's a very awful feeling when you're not listened to and like you don't exist. And I thought, I'm going to find a way to make my voice heard. And as I was laying in bed, not able to sleep, I thought, if I put a billboard up here, everyone would know because everyone knows me in this town. So that's what I did. I found a phone number, I called, and it was expensive, but not terribly. It was a little under $3,000 for 4 months. So I put up a billboard. And thankfully, I had told my story on the stopmandatedshunning.org. And please, if any of your viewers want to share their story, please share that. It will help a lot of people and draw attention to how big this problem is. So I shared my story there, and I was able to cite that on the billboard, that you could go to this site and read my story and others. Elle nous mentionne qu'en visitant son village natal, qui a, comme je l'ai mentionné, une très petite population. Elle avait beaucoup d'amis proches et de familles dans sa congrégation que maintenant, aucun d'entre eux ne voulait lui parler. Et elle trouvait cela frustrant et absurde de rencontrer ces gens au supermarché qui ne lui disaient pas un mot. Elle ne pouvait pas aller chez ces personnes pour leur parler. Ils l'ignoraient complètement et elle se demandait un soir, à la tard qu'elle était chez elle, comment est-ce que je pourrais faire entendre ma voix? Et c'est là qu'elle a eu l'idée de placer ce panneau publicitaire sur le bord de la route à l'entrée du village. Et puisque c'est un petit endroit, pas beaucoup de gens, tout le monde la connaît, tout le monde sait qui est Monica. Donc, en voyant ce panneau publicitaire, tous les habitants de la ville savent de qui il s'agit. Et je vais vous traduire qu'est-ce qui est écrit sur le fameux panneau publicitaire. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Monica Veline, qui était son nom avant d'être mariée, de la classe de 96 de Hayward. J'ai perdu ma famille à l'ostracisme obligatoire religieux. S'il vous plaît, lisez mon histoire et d'autres à stopmandatedshunning.org. Et avec une photo d'elle, bien entendu. Donc, c'était là son idée, et c'était une excellente idée. Elle n'a pas mentionné les témoins de Jéhovah comme tels, parce que Stop Mandated Shunning est une organisation, comme je l'ai mentionné au début, qui lutte contre l'ostracisme obligatoire de n'importe laquelle organisation religieuse ou non, ou autre.
C'était quelque chose de vraiment spécial. Elle s'est fait une renommée avec cela. C'est une idée fantastique. Celui-là lui a coûté cher. Celui a coûté 3 000 dollars américains pour 4 mois. Mais nul doute que sa voix a été entendue dans son village. Maintenant, nous allons parler avec Wendy Grendelé. Elle n'est pas membre de Stop Mandated Shunning, mais comme je l'ai mentionné au début, elle travaille étroitement avec eux. C'est une recherchiste, une psychologue, et elle va nous parler en détail des recherches qu'elle fait par rapport à l'ostracisme obligatoire dans toutes sortes d'organisations. Okay, so Wendy, tell us your story. So I'm a social psychologist. I work at the University of Roehampton in London. I'm interested in social dynamics, in power constructs, in dominance, specifically in faith-based That sounds familiar. Yes, sir. I've heard that somewhere before. So my interest in mandated shunning started during my master. And for my final project, I interviewed 11 former Jehovah's Witnesses who experienced shunning. And this made me realize that the academic literature, there is a lack in the academic literature about the experiences and the impact of shunning. And there is really a need to raise awareness on this practice and the harm that causes to the individual. So I developed a second project for my PhD, and it's when I met Sadim. She became my supervisor, one of my supervisors, and we are still working together. So now we are conducting this study where we are not focusing on only one group that practices shunning, because as we mentioned earlier, Mandaki shunning is a common practice in high control groups, and is not specifically related to one faith-based group. So we want to understand, the extent of the harm, considering several groups, faith-based groups, sometimes non-religious group that practice Mandaki shunning. So we are interviewing people who experience shunning to understand their experiences, but also because we want to develop a holistic understanding of Mandaki shunning from different perspectives. Therefore, we are also interviewing therapists who are working or worked with the people affected. So not just the electeds, but also the Yes, definitely. the caregivers. Yes. And we are also interviewing lawyers and legal experts to gain an insight into the challenges faced when presenting in court cases related to Mandaki shunning. We are interviewing activists, human rights activists, to understand the implications of shunning from a human rights perspective. And we are also interviewing scholars, religious scholars, because we want to understand the justification from a theological point of view, to then understand the social impact of Mandaki shunning, and all goes together. So this is a component of our study, but there is also a second component, which is another important aspect. So our study is to document the psychological impact of this practice, and we have developed an inventory also to understand the coercive and controlling aspect or experience within these high control groups. So
yes, it's a big project, and it's we are meeting great people. Elle mentionne qu'elle est une psychologue sociale qui travaille à l'Université de Roehampton à Londres, en Angleterre, et elle était intéressée par la dynamique sociale, la distribution de pouvoir et la dominance dans les organisations religieuses à haut contrôle. Et je mentionne que cela semble très familier. Pour son projet de Masters, elle a fait des entrevues avec 11 ex-témoins de Jéhovah. Et lorsqu'elle a entendu leurs histoires et leurs expériences, elle a réalisé qu'il y avait un manque dans la littérature scientifique et académique sur l'ostracisme imposé et qu'il fallait conscientiser le public et aussi la communauté scientifique sur ce phénomène, sur cette pratique et les torts qu'elle fait aux individus. Elle a donc commencé un deuxième projet pour son doctorat cette fois-ci, et c'est là qu'elle a rencontré la docteure Savin. Et en fait, la docteure Savin est membre de cette étude et je vais probablement faire une entrevue avec elle à une date ultérieure. Elles travaillent ensemble, ces deux femmes, et elles ont fait une étude sur tous les groupes à haut contrôle en voulant considérer tout le contexte. Alors, ce ne sont pas seulement des groupes religieux, mais aussi des groupes non religieux qui pratiquent l'ostracisme obligatoire. Et comme je l'ai mentionné au début de vidéo, ce n'est pas seulement les religions qui font cela. Elles ont fait des entrevues avec les victimes, mais elles voulaient avoir une approche globale sur la chose, donc elles ont fait des entrevues avec plusieurs départements différents de ce problème, si on veut, avec les psychologues qui aident les victimes, avec les avocats et les experts en droit pour comprendre les défis qui font face à ces avocats lorsqu'ils amènent des cas d'ostracisme devant les tribunaux. Ils ont fait des entrevues avec des activistes, surtout pour comprendre la perspective du côté des droits universels de l'être humain, la Déclaration des droits de l'homme des Nations unies, par exemple. Ils ont fait des entrevues avec des théologiens, des chefs religieux pour comprendre la justification religieuse de l'ostracisme et tout cela pour comprendre l'impact social de l'ostracisme, car tous ces aspects s'entrecroisent, tous ces aspects s'interconnectent et c'est pour cela que ça prend une approche plus globale pour comprendre le phénomène. Ça, c'est la première composante, l'impact social. Mais il y a aussi une deuxième composante à cette étude, c'est-à-dire l'impact psychologique. Donc, pour cela, les entrevues avec les psychologues. Et ils veulent comprendre tous les aspects qui ont rapport avec la coercition et le contrôle dans ce genre de groupe, à haut contrôle, justement. Et elle dit qu'elle a rencontré tout plein de bonnes personnes au fil des années avec ces entrevues-là, et elle a beaucoup de plaisir à rencontrer ces gens lorsqu'elle fait ces entrevues. Nous allons maintenant retourner avec Monica, qui va nous parler de comment elle est entrée en contact avec Stop Mandated Shunning. Et c'est une histoire assez tragique, c'est la seule façon de le dire. Et je la remercie de partager cette histoire avec nous. Ce n'est pas facile, mais écoutons ce qu'elle a à dire. Monica, tell me, or tell my viewers, how did you become involved with this organization, Stop Mandated Shunning? It was initially just looking online for help for my parents. I had a really traumatic situation where my Jehovah's Witness mother, who has Alzheimer's, has dementia. She was actually kidnapped by relatives, Jehovah's Witness relatives, from both sides of the family who coordinated to take her away from my father because they thought he was a danger to her because he no longer was attending meetings after COVID. He stopped preaching, he stopped attending meetings, and he was continuing to talk to me and my little brother who had left. And he actually had not believed for about 30 years, and he was just Pimo. He was hiding it because he was afraid of the consequences. But in their mind, this was new, and they needed to do something about it. And my mom, with her dementia, was having panic attacks and calling them, and they were associating, they didn't know she had dementia. It hadn't been diagnosed, so they were associating it just with
my mom being in spiritual danger. So they, kidnapped her, flew her from one state to another. She was at various homes of different relatives. And my parents, after they had been married for 50 years, they were separated for 4 months. And the relatives were coaching my mom to demand that my dad cut me and my little brother off completely, and that he moved to the little town where I grew up, where my one brother, who is still a Jehovah's Witness, lives, so that he could protect my mom and supervise my dad. Very much highlights the mandated part of mandated shunning, where it's not a personal choice. It's if you're a part of the community and you don't comply and shun a certain person, you will be shunned as well. There will be social consequences for you as well. So my dad, after 4 months, just gave in to the pressure and cut me and my brother off and moved to that town. He was paying rent in 2 places. There were financial consequences for that, and also other consequences in his life because he had to move. And the relatives didn't care about any of that. So now he is with my mom, and we don't have communication with him, and he has severe trauma because of this. He's not doing well mentally because of it. So I was looking for help. I found the Stop Mandated Shunning. At that time, it was called Shunning is a Crime, and now there's Is this on the internet? Yep, just on the internet. And I shared my story, and I wanted to get more involved, so I was spreading the word and asking other people to share their story. And so some of the initial founders saw that I was, really working hard at this, and also thought my experience would be a good example of how bad this problem is. So they invited me to be more involved. So I went to the International Cultic Studies Association conference last year in Barcelona, Spain. So the same conference, it's an annual conference. And then I got to hear Wendy and her coworker Savine give their presentation on the initial study when it was first starting. I got interviewed by them, and then I've been continuously active, and now I'm back here for the Hafiz this year, and I'll be introducing them and helping out a little bit with the presentation and sharing some of the other stories we had received from other people. There's a quote from an Hamish woman who gave us her story, a quote from someone from the Geelong Revival Center in Australia who shared her story about H-Shunt. So we want to highlight how many groups are affected by this. Originalement, elle mentionne que c'était pour chercher de l'aide pour ses parents. Sa mère, qui est témoin de Jéhovah, souffre d'Alzheimer et elle a été kidnappée par la famille témoin de Jéhovah, des 2 côtés de la famille, de son père et de sa mère, pour soustraire la mère de Monica de l'influence de son mari, le père de Monica, qui, depuis COVID, avait cessé la prédication, avait cessé d'aller aux réunions et qui, en réalité, était pimo, c'est-à-dire physiquement dedans et mentalement sorti depuis au moins 30 ans. Il continuait à parler à Monica et à son plus jeune frère qui, lui aussi, avait quitté les Témoins de Jéhovah. Tout cela ensemble, pour les membres de la famille Témoins de Jéhovah, c'était un danger, c'était inadmissible. Il fallait soustraire la mère de cette mauvaise influence. Il disait qu'elle était en danger spirituel. Imaginez ça. Ils ont donc pris la mère et ils ont changé d'État. Ils ont pris l'avion pour aller dans un autre État aux États-Unis. Ils l'ont transférée de famille en famille pour la soustraire à la mauvaise influence de son mari. Depuis 50 ans que ce couple était marié et ils se retrouvaient séparés et ils ont été séparés pendant 4 mois. Ils ont contraint la mère à obliger son mari à couper les liens avec Monica et son frère qui n'était plus croyant, à déménager dans l'autre État où son autre frère, l'autre frère de Monica, qui lui est toujours témoin de Jéhovah, pouvait protéger sa mère, entre guillemets, et surveiller son père. Ceci met vraiment l'accent sur le mot obligatoire dans ostracisme obligatoire.
Il n'y a pas de choix personnel. Si vous ignorez les directives de Watchtower, il y a des conséquences sociales. Vous serez victime d'ostracisme, vous aussi. Finalement, après 4 mois, le père de Monica a croulé sous la pression et qui peut le blâmer vraiment? Il a coupé les liens avec Monica et son jeune frère qui avait quitté. Il a déménagé, donc il avait aussi des conséquences financières parce que maintenant, il fallait qu'il paye 2 loyers car il avait un contrat de loyer, de location à son ancien logement. Il y a eu d'autres conséquences aussi à cause de ce déménagement. Et la famille témoin de Jéhovah qui avait kidnappé cette femme, cette pauvre femme, il s'en foutait complètement. Il y a eu des conséquences psychologiques aussi pour cet homme qui a souffert d'un traumatisme à cause de toute cette histoire et qui a maintenant des problèmes psychologiques assez sérieux. Donc, Monica, pour trouver de l'aide, a finalement trouvé Stop Mandated Shunning sur Internet. Elle a partagé son histoire et elle a voulu s'impliquer davantage. Donc, elle en parlait aux autres. Elle encourageait d'autres victimes d'ostracisme à raconter leur histoire à Stop Mandated Shunning. Et cette organisation, lorsqu'ils ont vu à quel point elle s'impliquait et à quel point elle était motivée, ils l'ont invitée à aller à la conférence de l'Association internationale des études sur les sectes à Barcelone. C'est la même conférence qui a présentement lieu ou qui a eu lieu à Montréal la semaine passée. Et c'est à Barcelone qu'elle a rencontré Wendy, la psychologue avec qui j'ai parlé, et Savin, qui est l'associé professionnel de Wendy. Et ils venaient tout juste de commencer leur étude dont elle a parlé précédemment. Elle a passé une entrevue avec eux. Maintenant, elle coopère avec eux pleinement pour arrêter l'ostracisme. Mais maintenant, elle est ici à Montréal, ou elle était à Montréal la semaine passée pour partager d'autres expériences, entre autres des personnes qui sont dans les Amish aux États-Unis et des groupes à haut contrôle en Australie. Alors, il y a plusieurs groupes qui pratiquent l'ostracisme, pas seulement les témoins de Jéhovah. Et c'est important d'en parler aussi. Maintenant, nous allons retourner à Wendy pour savoir comment elle en est venue à s'impliquer avec Stop Mandated Shunning. Même si elle n'est pas membre de Stop Mandated Shunning, elle coopère avec eux. Écoutons ce qu'elle a à dire. We are collaborating, so Sabine and I are collaborating with them. Started our collaboration because of our interest in this practice and the impact it has on people. So because of the articles Sabine and I put on the topic based on the findings of our research, we found them, they found us. And so because of the importance really in raising awareness and in, how can I say, in showing the harm of this practice, we are working together towards a common pay. Donc, Wendy mentionne qu'elle coopère avec Stop Mandated Shunning, elle et la Dr. Savin, même s'ils ne sont pas membres de l'organisation. Ils coopèrent avec eux à cause de leur intérêt partagé sur l'ostracisme et ses effets. Grâce aux articles que Wendy a écrits à propos de l'ostracisme obligatoire en faisant ses études, c'est en fait Stop Mandated Shunning qui ont trouvé, entre guillemets, la docteure Grendelay pour coopérer avec elle. Et à cause de l'importance de conscientiser les gens sur cette pratique et les torts immenses qu'elle cause, ils ont décidé de coopérer ensemble avec un but commun. Pour finir l'entrevue, j'ai demandé à Monica si les gens veulent contacter Stop Mandated Shunning ou veulent contribuer, raconter leur histoire, etc., comment doivent-ils s'y prendre? Alors, écoutons la réponse de Monica. So you can go to the website stopmandatedshunning.org and you'll see multiple ways that you can support. You can share your story. Now we especially need people to take this pilot survey. We need 460 people initially, so that's the best way. This survey, it is kind of a long survey. It's very detailed and technical to meet the criteria of proving or measuring coercion and influence and
harm. So it'll take There are French versions. not yet. So it would only be at this point people who are bilingual. It's possible we could get it in French and Spanish in the future. But for sharing a story, we can get stories in other languages. We can just translate them, and we would keep both copies and maybe have the other versions on the website as well. So you could definitely share your story in any language, or if someone does speak English, they can take the survey or spread the word think of who might be able to participate, who does speak English and has been shunned. If anyone knows people in other groups, we especially want to find also people in other groups and show that this is not just about Jehovah's Witnesses. And then also the research project does take it's a 3-year project. It's going to be about 300,000 euros. Is that correct? I believe to complete this research project. So if anyone, doesn't feel comfortable outing themselves or sharing, even though it can be anonymous, but if, sometimes even then people feel uncomfortable. So if you don't feel like you're ready to speak out in any way, you can still donate a couple of dollars to this research project. So thank you very much for your time. Thank you for the information. And ceci conclut l'entrevue avec Monica et Wendy. Monica mentionne que vous pouvez aller sur le site Internet et je vais publier l'adresse ici dans le bas de l'écran et il y aura un lien dans la description aussi. Ils ont besoin de 460 personnes pour remplir un questionnaire à propos de l'ostracisme. C'est un questionnaire qui est utilisé par Wendy Grendellet et la Dr. Savin pour leur étude. C'est un questionnaire qui est très détaillé, qui est très technique pour déterminer le niveau de coercition et de contrôle dans chaque situation. Malheureusement, il n'y a pas de version française, mais elle mentionne que peut-être dans le futur, il y en aura une en espagnol aussi, mais si vous connaissez quelqu'un qui parle anglais et qui est victime d'ostracisme, ou si vous-même vous parlez anglais, vous pouvez aller remplir ce questionnaire. Vous pouvez répandre la bonne nouvelle si on veut, et cela va beaucoup aider. Et comme elle l'a dit, à l'avenir, s'il y a une version française, je vous en parlerai certainement. Vous pouvez aussi partager votre histoire. Et pour cela, il n'y a pas besoin de parler anglais. Vous pouvez écrire votre histoire en français. Je vais vous montrer une capture d'écran de la page web de Stop Mandated Shunning. Vous voyez ici, racontez-nous votre histoire. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre vrai nom. Vous pouvez utiliser un pseudonyme. C'est écrit juste là. Et au bas de la page, comme je vais vous montrer maintenant, vous pouvez choisir de quelle façon ou à quel point vous voulez rester anonyme. Vous pouvez demander au nom de publier votre histoire, votre nom, votre âge, votre sexe, votre pays. Alors, vous pouvez être complètement public ou très anonyme là-dessus. Il n'y a pas de danger. Aussi, une autre possibilité que Monica mentionne, c'est qu'ils veulent trouver des victimes dans d'autres groupes. Alors, il faut montrer que l'ostracisme obligatoire, ce n'est pas seulement un problème qui est exclusif aux témoins de Jéhovah. Cela est pratiqué par d'autres groupes à haut contrôle, tels que les Amish et les scientologues, entre autres, et même certaines organisations qui ne sont pas religieuses. Alors, je sais que les Amish ne sont pas très populaires en Europe, mais si vous en connaissez qui veulent dénoncer, ou un quelconque groupe religieux à haut contrôle qui voudrait partager leur histoire, qui voudrait faire quelque chose pour aider, vous pouvez leur en parler. Et finalement, il y a la possibilité de faire une contribution financière, car l'étude de la docteure Wendy Grendellet, cela va s'étirer sur 3 ans et va coûter dans les environs de 300 000 euros. C'est quand même une bonne somme d'argent. Donc, n'importe quelle contribution, même si ce n'est que de quelques euros ou quelques dollars, est appréciée. Et encore une fois, aucune obligation. Ceci n'est pas de la sollicitation. C'est seulement une façon que vous pouvez utiliser pour aider. Donc, j'ai déjà mis le site web sur l'écran et il sera dans la description du vidéo.
Ceci a été une entrevue très intéressante avec deux personnes qui ont beaucoup de dévouement, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour lutter contre l'ostracisme, contre cette pratique barbare qui brise tant de familles, tant de vies, qui tue des gens, qui pousse les gens aux troubles psychologiques, au traumatisme et même au suicide. C'est quelque chose de vital. Il faut que ce soit connu par le grand public. Et je crois que Stop Mandated Shunning et la docteure Wendy Grendelay font leur part pour justement, et une grosse part, pour faire connaître ces choses. Donc, je vous encourage à les encourager. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cela. Je vais faire mon gros possible pour avoir une entrevue avec la docteure Savin et aussi avec Patrick Haek. Je ne sais pas quand cela va se produire, mais lorsque j'aurai trouvé une façon de le faire, l'avenir le dira, je vous tiendrai au courant. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et prenez bien soin de vous. À la prochaine.